Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal numérique de Télé 50 avec au menu la machine à voter. Est-ce une machine à imprimer le bulletin de vote ou encore une machine à vote électronique? Les débats durent des mois déjà, mais la CENI reste fidèle sur sa lancée et a déjà débuté la sensibilisation à travers le pays pour l'utilisation de cet outil censé faire gagner en temps et en finances. Mais cette machine ne posera-t-elle pas des problèmes lors de ces élections historiques qui pointent à l'horizon dans notre pays? Pour répondre à plusieurs questions qui se posent à Kinshasa, dans les milieux politiques et ailleurs, le journal numérique des Télé 50 reçoit pour vous deux experts en la matière qui, depuis des semaines déjà, étudient le fonctionnement de la machine à voter. Ils sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, David Sezi, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Seth Ngolomba, bonjour. Bonjour, Christophe. Alors, d'entrée de jeu, est-ce une machine électronique? Parce que cette option est déjà écartée par la loi. Seth. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une machine. Et pour moi, je dirais plus c'est un ordinateur. Et un ordinateur dont on retrouve également le système les moteurs pas à pas. En fait, c'est l'imprimante qui est incorporée dans l'ordinateur. Donc, ce qui fait, en réalité, un ordinateur complet. Un ordinateur à imprimer des bulletins ou bien une machine électronique pour le vote? Écoutez, électronique, techniquement parlant, lorsqu'on parle déjà d'une machine, on voit le système électronique. Quand on parle de système électronique, on voit les semi-conducteurs qui en découlent. Nous voyons les processeurs, nous voyons... Bref, pour moi, étant technicien, je trouve que c'est un ordinateur, c'est une machine électronique. Purement électronique, programmable et qu'on peut tout faire comme on fait dans nos ordinateurs portables. Et vous l'avez testé pendant beaucoup de temps. Et d'un point de vue technique, est-ce que vous ne pensez pas que cette machine va poser quand même quelques problèmes le jour même du vote, même aux plus aguerris, ceux qui utilisent déjà le numérique? Bon, je reviens encore un peu à la première question. C'est une machine dotée d'une intelligence artificielle, vous voyez. Dès qu'on ajoute encore un logiciel qui joue un rôle de faire de l'automatisme, ça devient encore sa intelligence artificielle. Alors, tu viens de poser la question si ça pouvait poser problème ou... Du point de vue technique, le jour même du vote, pour l'utilisation, vous venez, vous appuyez, il se passe autre chose que ce que vous voulez, par exemple? Ouais, c'est pourquoi en ce moment même... Pour ne pas dire carrément s'il y a moyen ou pas de tricher avec cette machine. Ouais, c'est pourquoi en ce moment même, la CENI procède à ce qu'on appelle les tests. Ce sont des tests, ils essaient un peu de tester à différents endroits. Par exemple, avant-hier, je les ai vus à Télé 50. Ils ont essayé de tester avec les agents de Télé 50 et c'était à volonté. Ce n'était pas limité. Vous étiez présent, vous étiez convaincu? Oui, j'ai vu. C'était illimité. Il fallait tester à plusieurs reprises et je n'ai pas vu de problème au niveau technique. Tout a été bien fait et c'était correct. J'ai apprécié. Et ce qui m'a intrigué un tout petit peu, c'était au niveau de la batterie, tu vois, au niveau de la charge. On dit que la batterie, c'est une autonomie de 48 heures, donc il n'y aura pas de problème. Et même dans le centre de vote, il y en aura deux, plus un groupe électrogène. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Moi, je suis convaincu à ce niveau-là parce que la batterie est faite en lithium. Le lithium, c'est la même matière qui fait des batteries de téléphone. Donc déjà, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas et... l'autonomie sera grande, vous voyez. 48 heures. Et je pense que dans différents centres, il y aura des groupes électrogènes et peut-être d'autres places, ils peuvent même installer des panneaux solaires. Qui sait, tu vois. Moi, à ce niveau-là, je ne trouve pas de problème. Peut-être mon co-débatteur du même avis. Du même avis, je dirais non. Parce que j'ai moi-même palpé cette machine. Lorsqu'on dit 48 heures, en réalité, il y a deux batteries. Une batterie de lithium qui va faire 24 heures. Et donc, il y a une batterie de réserve. En termes de l'autonomie, bon, je dirais que je suis un peu satisfait, mais pas totalement parce que nous sommes dans un pays où on considère comme un continent. Vous savez, j'aimerais quand même rappeler ici que l'entreprise qui fabrique les machines actuelles, c'est Murus System. Le Murus System en question a plus de succès national. En fait. Et j'en profite comme vous en parlez, vous voyez la polémique qu'il y a sur Internet, ce sont des fake news ou bien ce sont des informations avérées? Parce qu'à un moment, on a, semble-t-il, menti pour Israël, puis on a parlé du Brésil aussi, on cite deux pays comme ça, il y a de la polémique, et ce sont des informations avérées ou ce sont des fake news pour intoxiquer la population à dire non à cette machine? J'aimerais bien rester sur le point technique, je ne veux pas entrer dans... Mais puisque vous utilisez aussi Internet. Je vais rester dans la technique. J'ai essayé de palper moi-même cette machine.
J'ai calculé la vulnérabilité de cette machine parce que, vous savez, en informatique, la sécurité n'est pas à 100%, bien qu'on peut parler de la sûreté, mais ce n'est pas toujours la sécurité à 100%. Donc, sur le point constitutionnel de la machine, j'ai vu au moins 4 interfaces USB, ce que je trouve déjà suspect. J'ai vu une carte réseau, j'ai vu un port SD. Donc, pour moi, je trouve que... Ça en est de trop. Ça en est de trop. On n'a pas besoin en réalité, même le système en question, nous avons la CENI en soi à des clés. Parmi les deux clés, il y a clé de l'ouverture et clé de fermeture. Lorsqu'on expose déjà, parce que j'avais même posé la question aux techniciens de la CENI, je les ai demandé sur quel volet aspect sécurité hard, donc sécurité physique, qu'est-ce que vous prévoyez pour verrouiller le port USB, parce que lorsque vous laissez le port USB, laissez-moi te dire, Christopher, le port USB c'est le port chaud. Et tout informaticien sait qu'avec le port USB, on peut déduire tous les ports. Vous pouvez adapter une interface VGA, vous pouvez ajouter même une carte réseau, je vais dire un modem. Lorsque vous placez un modem, il y a déjà une adresse MAC virtuelle qui est adaptée à cette machine. Donc, je trouve que sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils vont condamner. Mais comment condamner? Puisque le constructeur a laissé ça comme ça. Comme ça, quand je dis comme ça, c'est que c'est pas... C'est facile à ouvrir et à palper. Je peux. Quelque chose à rajouter? Oui. Vous voyez, la machine en question, normalement, sont des ordinateurs qui contiennent les imprimantes à l'intérieur et beaucoup d'autres choses. Mais quand vous voyez, en disant qu'il y a 4 ports USB, oui. Mais la clé d'ouverture n'est pas un USB. La clé d'ouverture, c'est en puce. C'est comme la carte, tu vois, la carte Visa, carte bancaire, par exemple. Ouais. Mais c'est ajouté sur un papier, juste pour colorier. On sait que non, ça, c'est les rouges qui veut dire fermeture. Ça, c'est le bleu pour dire ouverture. Donc, les ports USB que vous voyez là, ce sont des ports physiques. Mais à l'intérieur de la machine, nous pouvons déverrouiller les techniciens de la CENI. Mais si ça ne sert à rien, pourquoi les placer C'est placé parce que la machine n'est pas faite, disons, juste pour ça. Ce sont des ordinateurs, l'architecture de la machine et l'architecture de la machine. Donc, le port USB doit être là. Mais quand il y aura utilisation, pour ne pas qu'il y ait attaque physique de la machine, les ports USB seront désactivés. On peut désactiver le port USB à partir de la machine elle-même. Voyez. Et là, il a soulevé un point en disant que non, la RDC est trop grande pour les machines à voter avec la durée de la batterie, tout ça. Non. En 2018, ici en Russie, ils ont utilisé la même machine. La RDC entre en Russie 8 fois. Il ne faut pas l'oublier. La superficie de la Russie, c'est 17 millions. Ils ont utilisé des machines électroniques pour les votes. Et il n'y a pas eu de problème au niveau batterie, tout ça. Personne ne s'est plaint. Et il y a ce qui se raconte sur Internet. J'ai lu quelque part, on dit que non, à Bagdad, en Irak, oui, il y a eu blocage. Il y a 450 électeurs qui n'ont pas pu voter parce que les machines sont tombées en panne. Mais il y a eu un problème au niveau de l'alimentation. Et je pense que l'agence La Mairie a vu ça, il a corrigé, tu vois. On a corrigé ces failles-là. C'était au niveau de la batterie. Oui, il y avait problème au niveau de la batterie. Donc, sincèrement, vous pensez que la sécurité est garantie? Il n'y aura pas moyen de tricher, de frauder, d'entrer dans le système de la CENI pour détruire, en tout comme cas, CET semble le penser. À mon avis, la tricherie, moi, je crains plus au niveau des hackers, au niveau des hackers. Oui. Parce que là, ça peut se passer même à distance. Si c'est connecté sur Internet. Comme il a dit, là, il y a un port réseau. Ça peut se passer à distance. Mais je pense qu'avec ce qui se passe maintenant, et la CENI a des techniciens qui savent comment sécuriser le point focal, vous voyez. Et personne n'aura la capacité d'atteindre directement la base de données. Parce que s'il y a un hacker qui intervient dans les systèmes, ce n'est pas seulement qui va bénéficier au pouvoir, le pouvoir sera avantageux dans ça, non. Même l'opposition peut être avantageux dans ça. Et donc, vous avez dit qu'en sécurité, c'est jamais 100%. C'est jamais 100%. Savez, et vous pouvez donner combien de pourcents pour cette machine à voter? Actuellement, je peux donner... puisque c'est connecté à l'Internet, lorsque déjà les données seront transférées à travers, on va utiliser le support illimité qui est l'Internet, les données sont vulnérables à 70%, que ça soit corrompu. Ma crainte est celle-ci. Ce n'est pas la RDC qui détient le code source de la machine à voter. Donc, ce n'est pas... On dit qu'il y a une Congolaise qui a participé, oui, à la conception. Mais écoutez, la programmation... Je m'en vais ici pour dire ceci. Il est là, l'ingénieur David,
Il peut très bien vous expliquer que lorsqu'il y a deux types de logiciels, il y a le logiciel de base et le logiciel d'application. Ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est ça le logiciel d'application. Mais en réalité, le logiciel de base, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est le Windows. Alors, toute information, c'est que Windows est vulnérable. D'autant plus lorsque vous optez pour le système Windows, Windows a le devoir de vous fournir des supports. Lorsqu'on parle de supports, ce sont les techniciens de Microsoft ou soit de Muri Systems. Je m'en vais pour dire aussi avec ce qui s'est passé en Irak. Vous savez, ce qui s'est passé en Irak... Finalement, vous voulez vous prononcer? Oui, ce qui s'est passé en Irak, il y a eu un problème d'alimentation. Il y a eu un problème d'alimentation. Des machines n'ont pas fonctionné dans certains points. Il y a eu au moins une centaine de participants qui n'ont pas voté. Et en réalité, Muri Systems a déployé 40 agents de support. Dans leur contrat avec Irak, Muri avait l'obligation d'envoyer 40 agents pour assister le vote. Mais je ne sais pas, mais la CENI n'évoque pas ce système-là. Je suis consultant support IT. Lorsque je déploie mon système, j'ai l'obligation de fournir le support adéquat pour maintenir le système. Mais la CENI n'évoque pas cette probabilité dans leur contrat. Donc, je pense que si la CENI maintient à ce que les machines soient ici, que les supports de Muri, donc les ingénieurs de Muri, accompagnent, non seulement là-bas, oui, ils vont former. Même si là-bas on avait accompagné, mais ça n'avait quand même pas imaginez, c'est l'Irak. C'est l'Irak. Et puis, Russie a lancé juste une commande. Il n'a pas encore commandé. Les élections sont passées. Non, mais c'est maintenant. C'est maintenant. C'est en 2018 qu'ils ont... Oui, non, mais ce n'est pas encore fait. Non, ils n'ont pas encore utilisé. Regardez, Muri a évolué avec le temps. Muri a commencé avec le système de scannage, c'est-à-dire reconnaissance des électeurs par empreinte. Vous venez, vous mettez votre empreinte et directement, les systèmes vous scannent et détectent que vous êtes l'électeur éligible par empreinte. Après, maintenant, il est dans l'impression, dans la machine à vote par impression de bulletin. Moi, je suis IT. Une imprimante est caractérisée par ce qu'on appelle la vitesse de pression, le nombre de papiers à imprimer par minute. L'imprimante en question qui est incorporée dans le système de la CENI n'a pas l'estimation du nombre de papiers qu'ils peuvent imprimer. J'ai posé la question aux techniciens de la CENI pour dire combien de papiers combien de bulletins que la machine de la CENI peut imprimer. Il m'a dit beaucoup. Donc, on ne peut pas quantifier le nombre d'impressions. Je trouve ça absurde, techniquement parlant, parce que lorsqu'on part acheter une imprimante, on calcule d'abord le nombre d'impressions et la vitesse d'impression. C'est ça. Si la CENI a la capacité de donner l'effectif exact ou le nombre de bulletins à imprimer par une machine, ça va également donner certaines clarités. Ça en vaut la peine que ce soit aussi un problème, David Sezi? Non, je ne pense pas, parce que déjà, à un centre de vote, tu ne trouveras pas 1 million de personnes qui viennent voter, par exemple, vous voyez. Moi, je pense qu'au niveau technique de cette machine, si il y a mauvaise manipulation, peut-être, et déjà, c'est juste pour les votes, vous voyez. Ce n'est pas qu'on va faire des programmations sur place. Déjà, même si tu es expert en hacking, pour pirater un logiciel comme ça, il faut que tu aies le temps déjà de programmer ton circuit intégré et puis tu l'implantes dans les systèmes pour détruire les systèmes en place. Mais déjà, tu n'auras même un expert peut prendre 20 à 15 minutes de programmation. Et qui va te donner accès pour venir ouvrir? Ce sont des machines fermées à vis. Ce n'est pas comme à l'époque, il y avait des machines que tu pouvais démonter. Mais ça, c'est fermé à vis. Le temps de venir ouvrir les vis et insérer ta puce dedans. Et depuis, vous voyez, la technologie, c'est que je voulais avec la technologie qu'à chaque instant qu'il y a faille, on améliore, il y a des mises à jour. Vous voyez. À l'époque, il y avait, comme c'est que c'est passé en Irak, la leçon de l'Irak, voilà, ça a inspiré, on a corrigé la faille. Vous voyez, ils savent que non. Vous voyez, comme avec la Coupe du Monde ici, il y avait des fautes, on a installé la VAR, mais non, vous voyez. Donc c'est la même chose maintenant. Donc, peut-être chez nous, c'est qui est sûr qu'il y aura des lacunes, mais ça va encore inspirer à l'entreprise de corriger et de permettre à d'autres personnes d'avancer. C'est ça, moi je préfère la technologie. La technologie, ça nous avantage à ce niveau-là. Et puis, ce qui est bien avec cette machine, c'est que je ne dépends pas de la machine elle-même. Non, je parle de la technologie. Déjà, ça nous donne, c'est du semi-automatique. Donc, il y aura de l'automatique et du manuel. Parce qu'une fois que tu votes en automatique, ça sort un bulletin imprimé déjà. Et tu prends encore les bulletins, tu déposes. Donc, on vérifie. Et le résultat de la machine et le bulletin. Donc, s'il y a faille au niveau
technique, au niveau informatique, c'est les bulletins qui priment. C'est parce que c'est là où nous voyons, c'est pas virtuel, nous voyons physiquement les matériels en question. Et puis, on a causé avec le monsieur de la CENI, il nous a dit que ça ira à 3 personnes, donc 3 centres différents. Donc, il y a des gestionnaires, tu vois. Ça n'ira pas chez une seule personne pour modifier les... Mais les chiffres sont quand même effrayants, on va le dire. En République démocratique du Congo, à peine 2 personnes sur 10 sont aguerries dans le numérique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce chiffre, cet énorme chiffre et effrayant, va jouer lors de ces scrutins avec la machine à voter? Certainement, certainement. Donc, vu l'effectif des gens qui ne maîtrisent pas la nouvelle technologie, ici en République démocratique du Congo, ça va jouer énormément. Parce que ça va également violer cette confidentialité aux élections, cette vote-là qui devait être secret, va être compromis. D'ailleurs, même là, vous allez plus loin pour les personnes handicapées, par exemple. Mais en off, vous me parliez des grandes personnalités, d'ailleurs, même parmi nous, qui rencontrent des problèmes avec leur téléphone portable. Laisse-moi te dire que même au gouvernement, il y a des gens qui ne maîtrisent pas la technologie. Si les gens au gouvernement ne maîtrisent pas la technologie, combien d'autant plus les gens, les villageois, les gens comme les pygmées qui sont chez nous là-bas au village vers l'Équateur, comment ils vont faire? C'est-à-dire qu'il y a des gens, si vous partez en province, il y a des gens qui ont même peur de toucher une souris sans fil. Pour eux, ils trouvent ça de la magie. Et toucher à l'écran, ça aussi, il faut penser à cela. Donc, je me dis tout simplement que la CENI, l'idée est bonne. Mais le problème, c'est que l'État était parti. Le Congo, c'est un pays continent, comme j'avais dit. Donc, il faut encore plus de temps pour que les gens comprennent cela. L'innovation, personne ne peut refuser l'innovation. Mais la sensibilisation a commencé. La sensibilisation a commencé, mais combien de mois ça nous reste? Les élections, c'est au mois de décembre. Donc, pour moi, je pense que la CENI n'arrivera pas à couvrir la RDC. Vous êtes du même avis, David? Non, je ne suis pas du même avis. Je ne suis pas du même avis du tout. Je sais que, bon, c'est la technologie, il y aura des soucis, oui. Mais revenons sur les manuels. En 2011, ici, il y a eu élection. Il y a eu des vieillards qui ont été accompagnés, il y a eu des aveugles. Parce que de toutes les façons, pour un vieillard, grand papier ou machine, c'est le même dilemme. Oui, il faut toujours que les faibles soient accompagnés. Bon, le troisième âge et le faible, oui. Et pas seulement, là, il ne s'agit pas seulement du troisième âge. On parle des analphabètes. Tous ces gens-là doivent être accompagnés. Si nous parlons de la technologie, pourquoi nous ne voulons pas évoluer? Bon, si on parlait peut-être de la contestation ou autre chose, oui, ça, je suis d'accord, on peut parler de ça après. Mais si on parle de la technologie, moi, je pense que sur 100% de Congolais, 60% de Congolais ou 70% ont des téléphones Android. Non, là, je ne suis pas du même avis avec vous. Non. Disons, le Congo, c'est pas seulement Kinshasa déjà. Okay. Le Congo, c'est pas seulement Télé 50 et il est avéré bien sûr. Même s'il faut faire les statistiques. Il ne faut pas aller dans tous les Congos. Prenons seulement notre famille, ta famille. Combien de gens ont WhatsApp? Chez moi, tout le monde. Tout le monde. Même votre grand-père là. Oui. Voilà, mais pour moi, je crois que dans ma famille élargie, il y a peu de gens qui ont le WhatsApp. Peu de parents ont le WhatsApp. En tout cas, chez peu moi, de parents dans ma famille, utilisent les téléphones. 80% de ma famille, même nos grands-pères. Mais le problème, c'est que le Congo, Facebook. Le Congo, c'est pas ta famille ou ma famille. Le Congo, c'est un grand pays. Voilà, donc il faut aller jusque dans le fin fond, à Kolwezi, à Malemba Koulou. Si les gens qui sont en province, au fin fond du village là, ils arrivent à se connecter sur Facebook. Donc, ils ont l'idée de la chose. Moi, personne ne veut voter avec la machine à voter. Et que l'écran a la photo de son candidat. Déjà, les votes ne se passent pas à ciel ouvert comme ça. Non, vous êtes dans l'isoloir. Et il y a un monsieur qui sera là, qui ne te connaît même pas. Donc 60 personnes vont voter correctement et 40%. Estimons que vos chiffres sont pas 60% correctement et 40%. Là, on estime parce que déjà, même les manuels, au niveau manuel, il y a eu des problèmes aussi. Donc, on ne peut pas dire que ce sera 100% correct. Il y aura des failles, comme d'habitude, mais partout au monde aussi, il y a des failles. Hein? Même aux États-Unis, partout, il y a toujours des failles. Il y a des gens qui se font accompagner. Et il y a des gens qui sont là pour accompagner les autres. Et en citant l'exemple des États-Unis, il y a une idée qui me revient à la tête parlant des données qui devront être transportées par Internet. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intercaler par des hackers, comme on évoquait tout à l'heure, et de corrompre le fichier, les résultats? Certainement, vous avez raison. Vous savez, l'Internet, ce qu'on dit chez nous en informatique, c'est les réseaux des réseaux. C'est un support illimité. Vous savez,
si vous voulez que votre machine soit protégée, qu'elle n'ait pas de virus, première des choses, ne connectez pas votre machine, votre ordinateur à l'Internet. Ouais. Si vous voulez que votre machine soit protégée, ne branchez pas votre clé USB. Ce sont des pratiques qu'on appelle chez nous la sécurité physique, la sécurité. C'est ça la politique de sécurité dans les grandes entreprises. Donc, comme la CENI, parce que c'est ce que la CENI m'avait répondu, les données seront transférées via le support Internet. Pour gagner en temps. Pour gagner en temps, faut le dire. c'est bien. Mais il s'avère que sur le plan sécurité, vous exposez les données. Même si vous créez les réseaux, peu importe, il y a des réseaux sécurisés comme le VPN, mais quand les données se retrouvent à l'Internet, tout peut être corrompu en faveur de l'opposition ou en faveur de la majorité. D'ailleurs, il y a des hackers par plaisir, ils écrasent les données, vous le savez. Donc, je pense, si la CENI aujourd'hui fait créer un réseau intranet, un réseau propre à lui pour transférer les données, cela va plus gagner en termes de sécurité. Ça va augmenter un peu la sécurité de données dans le transfert de l'ensemble, dans l'ensemble du territoire du pays. Alors je peux ajouter à ce qu'il a dit, vous voyez au niveau de la ou les transferts des données, déjà nous avons aussi, n'oubliez pas qu'il y a des données manuelles qui vont rester, donc les bulletins de vote sont restés sur place. Donc on sait déjà par exemple que dans ces centres ici, il y a eu 3000 personnes qui ont voté, ils ont des chiffres, c'est déjà écrit sur papier par exemple. Et quand on va transmettre les données seront transmises, ce sont les chiffres, parce que la machine elle-même, elle a un compteur à l'intérieur. C'est que non, c'est le monsieur qui a gagné dans ces centres ici, tout ça. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle l'état en sortie, donc les bulletins imprimés. Tu vois, par exemple, donc à part Internet, il y a des données qui vont rester en local, par exemple. Tu vois, quand tu vas dans un supermarché que tu achètes quelque chose, à la fin, on te sort une facture qui est imprimée, vous voyez. Ce sont des papiers qui vont sortir. On sait que non, dans ces centres-ci, il y a eu 1000 personnes qui ont voté. Ça reste dans les centres. Et il y a des données qui seront aussi envoyées sur Internet. Si les données seront sorties physiquement et d'autres seront en transmission électronique, il n'y a pas de problème. Ailleurs, ça pose problème parce que c'est du virtuel totalement. Tu vois. Par exemple, aux États-Unis plutôt, il y a des places où on fait du virtuel, 100% virtuel, il n'y a pas des manuels. Mais quand il y a déjà les manuels sur place et qu'on transmet les fichiers virtuels, donc s'il y a un hacker arrivé à supprimer les virtuels, on fait recours au manuel. Et on a toujours dit que c'est les manuels qui priment parce que le manuel est visible et palpable. Okay. Mais bon... un dernier mot, je signale que c'est pour j'ai essayé de voir un peu la probabilité de compromission de données de la machine à voter. Et je crois que le problème ne se trouve pas au niveau local, c'est-à-dire pas en RDC. Moi, ma plus grande peur, c'est que les données soient corrompues de l'extérieur. Vous savez, lorsqu'on construit, lorsqu'on programme, chaque encodeur sait que lorsque tu crées un logiciel, il y a ce qu'on appelle les portes de rebelles nous permettent, en fait, nous, les programmeurs, à entrer dans le système sans que les gens sachent. C'est ça. Les logiciels est créé sous forme du cahier de charge de la CENI, mais les encodeurs, c'était qui? Qui ont codé ces logiciels-là? C'est ça la première question. La deuxième question aussi, c'est comment garantir les supports. Je demande personnellement, que la CENI essaie un peu de revoir un peu le support des MURU, qui demande à MURU d'accompagner les techniciens de la CENI partout où ils iront. Parce que, laissez-moi vous dire que les données sont sensibles. Notre élection est sensible. Et techniquement parlant, nous sommes vulnérables. Par rapport, même, je disais, même au port USB, on peut faire beaucoup de choses. Parce que, imagine-toi, des gens mal intentionnés. Et puis, s'il a une clé USB déjà programmée par Kali Linux ou que sais-je encore, déjà je pense que les experts de la CENI, ils vont te suivre. Bien sûr. Et ils te suivent même. Bien sûr. Disons, si tu dis par exemple que les ports USB vont poser problème, je pense qu'ils vont... Peuvent. Ça rajoute la vulnérabilité. Bien sûr. Parce que tu perds un isoloir, tu es un technicien, tu as un flash
Une clé USB, tu l'as déjà programmée chez toi, tu connectes par exemple le truc, tu envoies un virus ou bien tu voilà, tu peux brûler le système. Mais je pense que le jour J même, le J, ça sera bloqué, ça c'est sûr. Espérons que ça sera bloqué. Et s'ils ne bloquent pas, avec ce que tu viens de dire, ils vont bloquer les ports USB et tout ce qui est port physique. Oui. Voilà. La CENI qui nous a certainement suivis. Et s'il te plaît, je vais ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire. Il vient de parler les propriétaires du logiciel, à les codes sources, il peut modifier. Par exemple, ce téléphone ici, si je retire la SIM et que je ne suis pas connecté sur Internet, donc je n'ai pas de lien avec les fournisseurs, je n'ai pas de lien avec le monde extérieur. Comment tu vas atterrir dans mon téléphone, même si tu as tout, c'est toi qui as créé les téléphones, et que je me retire du réseau, je n'ai rien. Tu n'as pas accès à moi. Tu auras accès à moi uniquement si ma machine est connectée sur un réseau. Là, tu peux te connecter. Même si tu es fabricant. J'évoquais les problèmes de l'Internet. Vous savez, lorsqu'on construit une machine, il y a ce qu'on appelle l'Internet. En réalité, ce n'est pas l'IP qu'on parle. L'Internet, c'est l'adresse MAC. Et cette machine a l'adresse MAC. Et chaque constructeur, chaque machine est allouée à une adresse MAC, ce qu'on appelle l'unité physique de la machine. Ça peut être, actuellement, ça peut être changé, mais compte tenu du temps, parce que ça sera un jour, le risque est là. Donc, je ne suis pas connecté. Quand vous serez connecté à l'Internet, il y aura un ping il y aura une requête qui sera envoyée dans le serveur. Donc, le support est très important. Je suis consultant du support IT. Donc, le support est très important. Que la CENI fasse appel aux techniciens de Murus System qui les accompagnent. Sûrement, ils seront là. On ne fournit pas de matériel sans être là pour les tests. Sûrement, ils sont ici. Mais ils sont... Et je vous rappelle qu'il y a des agents de la CENI qui sont là-bas en stage. Et il y a 40 personnes qui sont là en stage. Et ce sera comme en Irak, qui viendront 40. Et puis espérons, parce que dans leur contrat, ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas dit. Espérons que la CENI va nous prendre quand même. Ils nous ont certainement suivis. Il y a encore presque 4 à 5 mois pour ça. Oui, on a encore le temps. Et puis, c'est 100 000 machines, tu imagines. Le débat. 106 000 machines. Le débat sur cette machine à voter se poursuit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions et suggestions sur les pages Twitter et Facebook de Télé 50.